Alors, puisqu'on parle de bombardement, et je vous donnerai la parole juste après, effectivement, les Russes, depuis mercredi, bombardent à leur tour la Syrie. Ils n'étaient pas les premiers. Regardez. Les islamistes, pas la Syrie. Pour la première fois, les avions de guerre américains, appuyés par les armées de 5 pays arabes, ont frappé non plus seulement en Irak, mais aussi en Syrie. Parmi les cibles, la ville de Raqqa, où se trouverait le quartier général de l'État islamique en Syrie. Un succès d'après le Pentagone qui dévoile les résultats en images de ces opérations. Tout membre de Daesh est une cible pour nous. C'est la déclaration des autorités jordaniennes. Amman a commencé sa riposte contre le groupe État islamique en engageant plusieurs frappes à l'aide d'une dizaine d'avions de chasse, affirmant que ces opérations n'étaient, je cite, que le début de sa vengeance. Le royaume reste sous le choc de l'assassinat de son pilote par les djihadistes. Il a été, je vous le rappelle, brûlé vif par ses ravisseurs. Plusieurs raids ont frappé des positions du groupe État islamique dans le nord de la Syrie. L'organisation terroriste déclare ce soir que les tirs de la coalition internationale auraient tué une otage américaine. Pour le moment, Washington ne confirme pas. À l'étranger, c'est peut-être un changement capital dans le combat contre le groupe État islamique. La Turquie, longtemps accusée de complaisance envers Daesh, est entrée en guerre aujourd'hui contre les djihadistes. Pour la première fois, elle a mené des frappes aériennes en Syrie. Au moins 9 combattants de l'État islamique ont été tués. Ce sont des avions de chasse turcs comme celui-ci qui ont décollé dans la nuit de la base de Diyarbakir pour aller bombarder des positions du groupe État islamique sur le territoire syrien. La France est donc entrée en guerre contre le terrorisme en Syrie. Première frappes aériennes contre le groupe État islamique dans le pays de Bachar el-Assad. Un camp d'entraînement à l'est du pays aurait été totalement détruit. Voici les premières images des rafales français qui vont bombarder la Syrie. Il est 6h30 ce matin. Les avions de chasse se dirigent vers leur cible, un camp de djihadistes. Nous frappons Daesh en Syrie, car cette organisation terroriste prépare les attentats vers la France depuis la Syrie, depuis ses sanctuaires. Et nous agissons donc en légitime défense. 2 jours après son intervention à la tribune de l'ONU, Vladimir Poutine passe à l'action en Syrie. Les avions russes ont bombardé plusieurs cibles. C'est une nouvelle donne dans cette guerre. Ces images fournies par l'armée russe montrent les premières frappes de son aviation en Syrie hier. Et voici cette fois les conséquences de ces bombardements au sol, filmés dans un quartier de Homs par des activistes syriens. Selon eux, ces frappes auraient fait une trentaine de morts, essentiellement des civils. Ces Sukhoi de l'armée russe ciblaient-ils vraiment des stocks d'armes et des équipements militaires du groupe État islamique? Les observateurs occidentaux n'en sont pas convaincus. Daesh, a priori, n'est pas présent dans les zones touchées. Les forces russes ont frappé en Syrie, c'est désormais public, et curieusement, ils n'ont pas frappé sur Daesh. Donc je vous laisserai en tirer vous-même un certain nombre de conclusions. Je peux absolument vous confirmer qu'il y a eu des frappes contre l'armée libre de Syrie ou contre des groupes qui ont été armés et entraînés par la CIA. Les Russes, eux, répondent qu'ils ne font pas la différence entre Daesh et les autres groupes islamistes. Alors je précise que 7 pays, dont la France, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, ont demandé à la Russie de cesser de s'en prendre aux populations civiles et à l'opposition syrienne et de concentrer ses forces contre l'État islamique, évidemment. Mais là on voit bien que les ennemis ne sont pas forcément les mêmes et que parmi les ennemis de Bachar el-Assad et donc de la Russie, il y a aussi des amis de... L'ennemi de mon ennemi n'est pas nécessairement mon ami. Mais en revanche, ils considèrent que ce sont des islamistes, après tout, et qu'il n'y a pas pas de différence entre les... Pas tous. Non, il serait quand même très curieux d'imaginer que la CIA finance des islamistes. Bon, ils ne le considèrent pas comme les terroristes, l'armée libre, soyons très clairs. En ce qui concerne les frappes, moi je pense que dans les jours qui viennent, ce sera de toute manière beaucoup plus clair, parce qu'ils sont en contact avec les Américains. Mine de rien, vous savez, il y a la guerre de propagande, je sais qu'on connaît ça de deux côtés, mais mine de rien, ils sont en contact avec les Américains et ce sera certainement beaucoup plus clair, pour ma part, j'espère. Et je pense qu'en connaissant quand même ce qu'ils veulent faire là-bas, ils vont quand même concentrer leurs frappes contre les islamistes
Et je souhaite tellement... Et pas seulement contre l'État islamique, donc. Non, contre l'État islamique, je vais vous dire. Il y a là-bas Al-Qaïda, avec laquelle, d'ailleurs, les Américains sont en contact. Près de Damas, vous connaissez très bien, c'est quand même pas les Daesh qui est près de Damas, c'est Al-Qaïda qui est près de Damas. Alors ça, c'est le dernier complot en date, d'imaginer que les États-Unis soutiennent Al-Qaïda en Syrie. Non, non, c'est pas le complot, mais ils sont en contact avec eux. Ça, vous savez bien, il ne faut pas raconter des histoires. Si vous connaissez très bien la situation militaire près de Damas, c'est pas le Daesh qui est près de Damas. Damas est menacé par Al-Qaïda. C'est une coalition. L'autre point de propagande, si on parle de propagande, c'est de dire que l'armée syrienne a les moyens de reprendre le territoire. C'est une vaste blague. L'armée syrienne, celle de Bachar el-Assad. Alors que l'armée syrienne a allé en déroute. Michel Terechenko et Ronnie Broman qu'on a peu entendu. L'armée syrienne, c'est très important de la soutenir d'ailleurs, pour moi. Je crois, franchement, on est en train de créer les conditions d'une conflagration totalement inefficace et qui, je crois, sera totalement incapable de résoudre les problèmes. Parce qu'on me dit, les bombardements, tout le monde sait, ça ne sert à rien. Envoyer des troupes au sol, il n'en est pas question. Pierre Grosset a rappelé, les interlocuteurs, il ne faut pas imaginer qu'ils puissent s'entendre avec des logiques de puissance alors qu'ils sont en conflit absolument à mort pour des hégémonies locales, régionales, etc. Donc tout ça, c'est bien gentil. Soit on ne se donne pas les moyens véritablement de réaliser le but que l'on veut obtenir, et quand bien même on le réaliserait, la question c'est de savoir quelles sont les dynamiques de destruction interne que nous libérerions et qui seraient libérées. Parce qu'on l'a connu avec l'Irak. Les dynamiques de destruction interne. Donc tout ça c'est très bien gentil, il n'y a aucun plan, il n'y a aucune stratégie. Par contre, Daesh a une stratégie, et Al-Qaïda avait une stratégie. Et ils ont une stratégie très pensée. Effectivement, c'est la question idéologique. Bien sûr. Je pense que ces mouvements-là, ce sont des pathologies de la modernité. Des pathologies de la modernité qui sont aussi liées à la misère, aux États, la situation des États dictatoriaux. Il y a 1000 raisons qu'on peut développer. Et c'est certainement pas une solution militaire qui est impossible et qui de toute façon encore va déclencher des situations effectivement de conflagration interne. Par contre, juste sur la question de l'idéologie et du plan, je crois que là évidemment il faut aller voir chez les théoriciens. C'est-à-dire c'est pas apparu aujourd'hui, c'est dans les années 60 en Égypte en particulier, chez les frères musulmans, chez les gens Qutb, etc., qui ont parfaitement pensé quel était véritablement ce plan de lutte, si je puis dire, pour l'instauration de la pureté de l'islam et qui s'en prend pas simplement effectivement à l'Occident, mais aussi à tous les pays, à d'autres États musulmans qui sont impurs, etc. D'ailleurs, tout le monde le sait que ce sont les musulmans qui sont les premières victimes, en réalité, beaucoup plus que nous. Donc il y a un plan. Moi, quand j'ai travaillé ça, d'une certaine manière, c'est la première fois où j'ai pris peur. Je me suis dit, on est confronté à quelque chose dont on ne mesure pas, en réalité, la radicalité, la pensée. Je veux dire, Ben Laden, même je ne vais pas parler plus longtemps, mais Ben Laden, quelques jours après le 11 septembre, qu'est-ce que c'est le 11 septembre, qu'est-ce qu'il voulait, nous allons, dit-il, créer les conditions d'un enfer insupportable et d'une vie étouffante. La vie étouffante, nous l'avons, tous les systèmes de surveillance, c'est la vie étouffante. Et l'enfer insupportable, il n'est pas sûr que ce ne soit pas exactement ce que nous soyons en train de voir. Donc on a quand même intérêt à savoir exactement à quoi on a affaire, quelle est cette stratégie, quel est ce plan, je crois, tout à fait pensé, dont nous n'avons pas du tout mesuré et que nous n'allons certainement pas résoudre de façon militaire. Si nous ne comprenons pas les ressorts et les raisons profondes, disons depuis une cinquantaine d'années, qui a nourri cette souffrance sur un terreau de souffrance, d'humiliation, de misère, de pathologie sociale, de pathologie politique, d'incapacité à résoudre, etc., c'est pas la solution militaire qui, de toute évidence, est absolument vouée à l'échec. Et donc, mais vraiment vouée à l'échec, il me semble. Ronnie Broman. Oui, moi je pense aussi, je le rappelais tout à l'heure, qu'une intervention ne peut pas produire les résultats politiques qu'on lui assigne. Une intervention, ça lance des forces dans un brasier et ça allume d'autres mèches qui sont impossibles à contrôler. On l'a vu partout, donc c'est classique. On sait comment on commence une guerre, on ne sait pas comment on la termine, on connaît l'état initial, mais l'état final est totalement immaîtrisable. Donc on ne peut pas compter sur une intervention militaire pour cela. Mais pour me faire, non pas l'avocat du diable, mais disons, pour tenter de comprendre aussi quelles sont les réactions internationales, il faut comprendre que les dirigeants occidentaux, et pas seulement les dirigeants occidentaux d'ailleurs, les dirigeants en général, tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire, doivent fournir
au public, à leurs opinions, que d'ailleurs leurs opinions soient dans le régime démocratique ou non, des preuves de leur engagement, de leur détermination à apporter plus de sécurité, à contenir cet incendie qui est en train de brûler partout. Et d'une certaine manière, ces rafales, ces bombardements, c'est aussi de la communication politique. C'est un signal envoyé aux populations ici et ailleurs qui dit nous ne sommes pas indifférents, nous tentons de faire quelque chose. Et on pourrait dire d'ailleurs la même chose de la coalition internationale. Tout le monde a souligné à juste titre son caractère totalement hétéroclite, donc chacun a plusieurs fers au feu, poursuit différents objectifs, certains coïncident, d'autres se contredisent. Avec tout ça, on ne peut pas atteindre grand-chose. Il n'empêche qu'il y a une sorte d'obligation de faire ça, ou alors ça veut dire que c'est tout le système international qui se dissout. Mais devant ce constat un peu déprimant, il faut retrouver ce qui se disait tout à l'heure et qui est à mon avis la seule fenêtre possible, la seule source un peu de clarté possible, qui est la réaction locale des peuples. Daesh prospère sur ce qui a été dit, les ruines des grands engagements, le nationalisme, le socialisme, le panarabisme, la monstruosité, la pathologie de la modernité. Enfin, tout cela rend compte en effet de cela. Il n'empêche que lorsque Daesh s'installe, après une première phase de séduction qui en effet apaise des gens, parce que l'insécurité, parce que des tribunaux totalement vendus au régime qui règlent des comptes, tout ça est mis de côté au profit d'une sorte de justice plus ou moins prévisible, d'un système de sécurité qui malgré tout rend la vie quotidienne plus simple, et Daesh s'organise comme un État avec des systèmes de scolarisation, on imagine ce que sont les contenus scolaires, il n'empêche des systèmes d'accès aux soins, d'approvisionnement en eau, de rétablissement... Il y a même le code de la route. De rétablissement de l'électricité, de rétablissement de tribunaux. Tout ça fait partie de la réalité. Il n'empêche qu'une fois cette phase de séduction passée, qui rassure des gens, vient cet ordre implacable, ce rigorisme terrifiant qui finit par rejeter, par provoquer des rejets. Et donc il faut aussi compter sur la capacité de résistance des populations, sur le regroupement de milices qui pour l'instant sont dans un entre-deux avec Daesh, mais qui pourraient se retourner contre elles. Donc aussi bien sur le plan militaire local que sur le plan politique, c'est-à-dire l'attitude des populations, il y a là tout de même des possibilités de nouveau. Mais nous n'avons pas grand-chose à attendre, en effet, de ces dispositifs internationaux. Oui, je crois que ça a été dit plusieurs fois par rapport à la solution militaire. Le problème, c'est qu'on est dans des discours qui sont souvent en décalage avec la réalité, et des façons de voir le monde qui sont en décalage avec la réalité. Il y a une vision un peu réelle politique, beaucoup parlent de retour à cette réelle politique, et M. Poutine en est quand même un des symboles. On a ce langage j'allais dire, ONG, organisations internationales, toujours vers l'Union européenne, toujours vers plus de progrès, plus de progrès. Et d'ailleurs, souvent, ça a été encore le discours d'Obama, on dit ça à Poutine. Je veux dire, il n'est pas tellement sensible à ce discours sur le progrès de la démocratie et des phrasages de ce type-là. De l'autre côté, vous avez une vision très sociologique de la réalité internationale liée aux déstructurations de la mondialité. De la modernité, je ne sais pas, c'est aussi la postmodernité. Enfin, on pourrait rester très longtemps, j'essaie de décrypter ça un petit peu dans mon livre. Et finalement, utiliser la force militaire face à une réalité sociologique qui est complètement différente et qui s'est complètement déstructurée, je ne vois pas tellement à quoi ça peut servir. On ne résoudra pas les problèmes de fond. Le problème, c'est qu'on ne va pas changer le système international. Après le 11 septembre, moi je me souviens, on avait entendu il faudrait les éduquer, il faudrait qu'ils soient plus humiliés. Enfin, bien sûr, ça, on est bien d'accord, mais je veux dire, ce n'est pas en claquant dans les doigts qu'on arrivera à faire ça. Ça, c'était la première chose, de faire attention que les ressources que l'on a et les moyens que l'on met ne soient pas en décalage en fait avec une réalité. La réelle politique sur du social ou le discours, j'allais dire, téléologique sur le progrès face à la réelle politique, ça ne marche pas. Et en plus, quand c'est carrément des stratégies politiques. La deuxième chose, c'est par rapport effectivement à la réalité locale. Je crois qu'en gros, il y a une espèce d'accord depuis longtemps pour essayer de contenir. D'ailleurs, le premier vocabulaire utilisé par Obama était de contenir ce qui se passe en Syrie, en essayant que ça ne déborde pas trop. La France, quand même, bouge aussi parce qu'on ne voudrait pas que ça déborde sur le Liban. Il y a quand même des inquiétudes sur les débordements Liban, Israël, et puis la Turquie, on a peur que ça déborde en Turquie. Et la Turquie, d'ailleurs, intervient parce qu'elle ne voudrait pas que ça déborde, et c'est fait. Enfin, c'est fait. La question africaine, c'est le débordement. Donc on essaye plutôt de contenir ça, étant donné qu'en plus,
finalement, on sait que les grands enjeux stratégiques ne sont pas là. Le grand débat chez les militaires américains, c'est pas savoir si c'est Daesh l'ennemi. Le problème, c'est de nouveau la Russie et c'est la Chine demain. Donc c'est une grande erreur. C'est une grande erreur. Parce que face à ça, justement, il fallait s'unir. Et je suis absolument persuadé, en vieux diplomate que je suis, le danger est mortel pour la civilisation. Et le préalable pour résoudre les problèmes, avec les moyens, vous avez raison, c'est les gens sur place, mais le préalable pour résoudre les problèmes, c'est vraiment être intraitable avec ce danger qui est mortel pour la civilisation, pour les Russes, et évidemment pour les Occidentaux. Mais l'Assad n'est pas mortel pour vous? Bien sûr, évidemment. Je ne défends pas surtout le régime d'Assad. Je voudrais revenir à la question qu'on pose dans cette émission et qui est d'ailleurs inscrite en ce moment même là, sur l'écran. Faut-il s'allier avec le diable? Et on voit bien que tout le monde est le diable dans cette histoire. Quand on se demande contre Daesh, faut-il s'allier avec le diable, certains se disent bah tiens. On est le diable aussi, parce que une décennie d'occupation. Une décennie d'occupation américaine, quand on voit ce que ça a donné. Le comportement de l'armée américaine en Irak, c'est un pays que je connais. Les révélations de Wikileaks, on ne va pas faire tout le catalogue de ce qui s'est produit en Irak, mais enfin l'État islamique, c'est aussi en partie le fruit de cette occupation, de ce qui s'est produit, les tortures de l'armée américaine à Abu Ghraib, les viols d'adolescentes qui étaient surveillées depuis des checkpoints par des soldats américains, etc. Je ne vais pas vous faire le catalogue des horreurs, mais on est aussi partie prenante de ces atrocités tout de même. Donc attention. J'en arrivais là. Faut-il s'allier avec le diable? C'est évidemment, on pense à Bachar el-Assad, mais on peut aussi penser à Poutine, évidemment. On peut penser à la Chine, on peut penser évidemment à l'Occident, à l'Amérique. Mais surtout à l'islamisme. Le sujet, c'est quand même l'islamisme. Le problème de la Syrie, c'est que c'est devenu un terrain vague. C'est un terrain de jeu pour toutes les influences, pour les acteurs régionaux, pour les acteurs locaux, pour les grandes puissances. Tout le monde s'y retrouve pour y régler ses comptes. Les chiites, les sunnites, les occidentaux, les russes, tout le monde s'y retrouve. Et tout ça aux dépens de la population locale. Alors que, heureusement, on est en train de dresser quelques pistes très importantes dans ce débat. On se rend compte que si il ne faut pas abandonner tout recours à la force, la solution ne sera pas militaire. On se rend compte aussi des limites de la diplomatie. Les grandes puissances, on n'est plus dans un système post-Seconde Guerre mondiale. Les grandes puissances ont beaucoup moins de leviers aujourd'hui sur le Moyen-Orient qu'elles n'en ont eu. On n'est plus dans cette espèce... On n'a plus du tout ce schéma de marionnette soviéto-américaine qui organise le Moyen-Orient. Non, on a perdu nos leviers. On se retrouve dans une situation qui doit être très modeste. Qu'est-ce qui reste, résultat, comme solution? La politique. Et la politique qui viendra de sur place. Et c'est pour ça, en fait, Ronnie Broman décrivait tout à l'heure le moment d'épuisement des populations qui sont actuellement occupées par l'EI face au radicalisme et à la violence et au totalitarisme de ce système que l'EI met en place sur ces territoires. Il est primordial qu'au moment où ces populations seront lassées d'être occupées par l'EI, qu'elles aient une alternative politique. Et ça, c'est exactement ce qui est en train de détruire, excusez-moi encore une fois, de détruire la Russie. Poutine n'a aujourd'hui pas du tout comme projet de combattre l'EI. Son objectif, c'est de préserver ses acquis en Russie, qui pour le moment passent par la sauvegarde de Bachar el-Assad. L'EI, c'est une assurance-vie pour Bachar el-Assad. C'est une assurance-vie depuis le début. Donc, et on l'a vu avec les premières frappes, quel est l'objectif militaire de la Russie pour le moment? C'est de faire le vide, de dégager tout ce qui pourrait rester, vous savez, les modérés dont on parlait tout à l'heure, de dégager tout ce qu'il y a entre Bachar ou l'EI pour que cette fois-ci on se retrouve dans cette fichue alternative avec rien, le vide. Il fait le vide pour le moment. Poutine. Vous diabolisez la Russie. Le diable est trouvé. Diane Ducré. C'est vrai que c'est assez la technique russe. D'abord, je voudrais rappeler juste que Poutine ne nous demande pas notre avis et qu'il a déjà commencé son intervention militaire et qu'il est très peu probable qu'il ait envie de nous écouter si nous le détournions. Du ciel syrien, la coalition occidentale. Oui, c'est ça, c'est qu'il y va tout seul. Après, c'est la technique russe. Il a dit aux Américains, maintenant vous arrêtez de voler, c'est moi qui prends en charge. C'est la technique russe, en fait. Quand ils interviennent quelque part, eux, ils maintiennent la tête pensante au pouvoir. Et en revanche, c'est en effet le nettoyage par le vide.
Un bon rebelle, c'est un rebelle mort, de toute façon, pour eux. En revanche, les Occidentaux, quand on intervient, nous, on décapite. Et on ne prévoit pas de plan non plus, en revanche, on laisse un pays dans le chaos. Voilà, c'est vraiment, les deux solutions sont terribles, en revanche, sauf que Poutine, il ne nous demande pas son avis. Mais je crois qu'en effet, il y a... Bush a pas... Bush a envahi l'Irak de son côté. Après, il y a quand même un espoir, je trouve, c'est qu'en effet, dans ce que vous dites, c'est que c'est des idéologies qui sont quand même assez plastiques, assez mouvantes. C'est-à-dire que je crois profondément que le phénomène de l'islam n'est pas le centre de Daesh, il n'était pas le centre d'Al-Qaïda, il n'était pas le centre du parti Baas au départ, qui était même laïque à la base, à la fois en Syrie et en Irak, mais que c'est devenu quelque chose de pragmatique parce que le meilleur moyen de répondre à l'effondrement de toutes ces politiques-là ou à la rhétorique de l'humiliation, c'est de proposer en effet le phénomène religieux. Mais c'est uniquement pragmatique et je pense véritablement... Bricolé. Oui, totalement bricolé qui plus est, avec des incohérences internes et qu'en effet les populations auront peut-être cette possibilité car c'est fluctuant et que ce n'est pas une guerre des civilisations, ce n'est pas un choc des civilisations d'un éveil total de l'islam dans une guerre totale. Je pense que ça nous donne un espoir. Et peut-être juste une solution qu'on aurait, c'est peut-être financièrement, vous le disiez, en effet, on a perdu tous les leviers diplomatiques, on n'en a plus aucun. À la limite, on a celui financier et encore, Daesh est autofinancé. On pourrait se passer d'acheter le pétrole, ça toucherait peut-être à peu près 20 à 30% de leur financement. Oui, il faut rappeler que c'est nous qui achetons du pétrole à Daesh. Oui, pas nous, c'est plutôt les voisins. C'est plutôt les voisins, mais tout le monde. Le pétrole, tout le monde. Évidemment, il y a complicité occidentale. Vous rigolez. Évidemment.